En France, environ 70 à 80% des transactions immobilières résidentielles sont faites par des gens qui ne calculent jamais de rentabilité. Ce sont des résidences principales ou des résidences secondaires. Et 100% des transactions sur l'immobilier professionnel sont faites par des gens qui ne calculent que ça. Pourtant, on parle des deux comme si c'était le même marché. C'est une erreur. Aujourd'hui, je vais vous montrer, chiffres à l'appui, combien chaque classe d'actifs immobiliers a vraiment rapporté sur les 20 dernières années. Et pourquoi, depuis 2022, le professionnel et le résidentiel ne réagissent plus du tout pareil au même choc. Cette vidéo, c'est la troisième de la série sur l'évolution des prix immobiliers, et c'est aussi la première d'un duo. Mercredi prochain, on enchaîne avec la deuxième partie qui répond à qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre des 20 prochaines années et combien viser sur une SCPI. Aujourd'hui, on s'occupe du diagnostic. Trois questions. 1. Combien la pierre a vraiment rapporté sur le long terme avec les données MSCI? 2. Pourquoi le piège méthodologique des commerces fausse la lecture du long terme? Et 3. Pourquoi le professionnel a corrigé 2 fois plus que le résidentiel depuis 2022 et ce que ça nous dit? Pour répondre proprement, je m'appuie sur des sources solides. L'indice MSCI France Annual Property, qui mesure la performance des patrimoines immobiliers institutionnels en France à partir de plus de 7000 actifs. L'ASPIM pour les indicateurs SCPI. L'IGEDD et les travaux de Jacques Frigid pour le résidentiel long terme. Les notaires et l'INSEE pour les transactions résidentielles. Et la Banque de France pour les conditions de crédit. L'indicateur principal qu'on va utiliser, c'est la performance globale annuelle ou la performance moyenne annualisée selon les cas. Je serai très précis sur ce qu'on regarde parce que c'est facile de se mélanger entre TRI long terme et performance d'une année donnée. Voilà ce que disent les données MSCI sur le long terme. Sur 26 ans, c'est-à-dire la période 1998-2023, la performance moyenne annuelle de l'immobilier d'investissement français toutes classes confondues est de 7,6% par an. C'est ce que l'indice MSCI France Annual Property a délivré sur cette longue période. Une performance solide, mais sur les 10 dernières années, donc 2014-2023, on est tombé à 5% par an en moyenne. Donc une érosion progressive de la performance qui s'explique principalement par les valorisations très tendues atteintes avant la correction. Et 2023, à elle seule, c'est moins 7,7%. C'est le choc le plus violent depuis le début des années 86. Donc la pierre a livré sur le long terme, mais avec une dynamique récente clairement à la baisse et une correction historique en 2023. Important à comprendre, cette moyenne globale cache d'énormes écarts par classe d'actifs. La logistique a porté toute la performance des 10 dernières années, les commerces et les bureaux ont décroché, le résidentiel a tenu. On va y revenir en détail dans la vidéo B avec la dimension européenne et les 4 classes du pro en 2026. Mais avant ça, je dois te parler d'un piège méthodologique sur les commerces, parce qu'il y a un chiffre qui circule beaucoup et qui peut induire en erreur. Les commerces ont eu leur âge d'or pendant 3 années très spécifiques, 2005, 2006 et 2007. Pendant ces 3 années, ils ont fait plus de 16% de plus-value par an. Et c'est ce qui leur a donné, historiquement, une réputation de classe immobilière surperformante. Pourquoi cet âge d'or sur les commerces et pas autant sur les autres classes? Plusieurs raisons se sont cumulées. D'abord, on était dans une période de taux très bas. La BCE avait son taux directeur à seulement 2% entre 2003 et 2005. L'argent était quasi gratuit pour les grands investisseurs. Du coup, les assureurs, les fonds de pension, les fonds institutionnels, notamment les fonds étrangers, américains et britanniques, ont cherché du rendement ailleurs que sur les obligations qui ne payaient quasiment plus. Et ils se sont rués sur les commerces en particulier, pour 3 raisons. 1. Les commerces offraient des taux de capitalisation plus élevés que les bureaux au départ, autour de 6,5% contre 5,5% pour les bureaux prime, donc plus de marge mécanique de compression. 2. Les fonds étrangers ont une préférence pour les actifs commerciaux qu'ils savent valoriser dans leur modèle. Et 3. C'était une période de forte croissance de la consommation, donc les investisseurs payaient cher des commerces qu'ils s'attendaient à voir continuer à monter en loyer. Cette demande institutionnelle massive a écrasé les taux de capitalisation, de 6,5 à 4,5%. Et quand le taux de capitalisation baisse comme ça, la valeur de l'immeuble monte mécaniquement de plus de 40% sans qu'aucun loyer ne bouge. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre 2005 et 2007. Les bureaux ont aussi profité de cette dynamique, mais avec une amplification moindre. La logistique, à l'époque, n'était pas encore une classe institutionnelle prisée, ça viendra plus tard avec l'explosion du e-commerce. Et depuis, la chute.
Aujourd'hui, les commerces ne font plus que 3 à 4% par an. Le e-commerce a fait souffrir une partie du secteur, particulièrement les rues commerçantes des villes moyennes et les centres commerciaux régionaux secondaires. Le point méthodologique à retenir, et il va resservir, la performance immobilière long terme se décompose en deux. D'un côté, le rendement courant, les loyers. De l'autre, l'appréciation du capital, la plus-value. Et l'appréciation du capital reflète surtout des phénomènes financiers, pas l'amélioration des fondamentaux locatifs. Avant de passer à la suite, une nuance majeure. Les performances que je viens de vous donner sont calculées sans levier, c'est-à-dire sur fonds propres uniquement. Or, la grande force du résidentiel pour un particulier français, c'est l'accès au crédit long à taux fixe. Avec un crédit à 80% sur 25 ans, un résidentiel locatif qui fait 7 à 8% de performance annuelle sans levier peut atteindre 12 à 18% de performance sur fonds propres pour le particulier. On peut tout à fait emprunter pour acheter des SCPI sur des durées équivalentes jusqu'à 25 ans avec une fiscalité avantageuse sur les intérêts. Mais en pratique, c'est un peu plus contraint qu'un crédit résidentiel classique. Les taux sont en moyenne un peu plus chers, un apport est souvent demandé et certaines banques orientent vers leur propre SCPI avec un choix plus limité. Donc l'effet de levier SCPI existe et il est réel, mais l'avantage du résidentiel reste. Un dossier mieux noté, un choix plus large et un coût de crédit légèrement inférieur. Mais depuis 2022, tout a changé. Selon l'indice MSCI France Annual Property, sur la période 2022-2024, les patrimoines immobiliers professionnels ont perdu environ moins 15,7% cumulé. Le détail, moins 1,5% en 2022, moins 11% en 2023, c'est le choc, et moins 3,2% en 2024. Le résidentiel France, lui, n'a perdu que moins 4 à moins 5% sur la même période, selon l'INSEE et les notaires. Donc en 3 ans, le professionnel a corrigé plus de 3 fois plus que le résidentiel. Et sur les TRI 5 ans, c'est encore plus parlant. Le TRI moyen des SCPI sur 5 ans est tombé à 1,25% en 2025 contre 4,69% en 2019. Le TRI 5 ans des bureaux est même légèrement négatif. Pendant ce temps, la logistique tient à plus de 6%. Sur les 20 années précédentes, toutes les classes performaient ensemble. Sur les 5 dernières années, la dichotomie est devenue totale. Avant qu'on rentre dans le pourquoi de cette divergence, prenez une seconde. Si l'analyse vous apporte de la valeur, abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'aide vraiment à continuer à produire ce type de contenu approfondi. Et juste après, on rentre dans le cœur du sujet. Pourquoi le pro et le résidentiel ne réagissent pas pareil? Première raison fondamentale de cette divergence. Les acheteurs ne sont pas les mêmes. Selon l'INSEE, 58% des ménages français sont propriétaires d'au moins un logement et 24% des ménages sont multipropriétaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent leur résidence principale plus au moins un autre logement. Sur les transactions résidentielles annuelles, la part investisseur représente environ 20 à 30%. Le reste, soit 70 à 80%, c'est de la résidence principale, secondaire ou des achats hérités. Et les notaires de France constatent en 2026 que le marché est devenu, je cite, un marché d'utilisateurs. Les investisseurs locatifs restent en retrait face à l'instabilité fiscale. Donc on a en réalité 3 logiques très différentes. L'acheteur de résidence principale se demande combien je peux emprunter sur 25 ans. C'est une logique de mensualité. L'investisseur résidentiel particulier, lui, a une logique mixte. Rentabilité plus considération patrimoniale, familiale, affective. L'investisseur professionnel institutionnel, en revanche, est 100% rationnel financier. Il compare son rendement directement à l'OAT 10 ans, l'obligation d'État à 10 ans, et il calcule la prime de risque qu'il exige pour porter le risque immobilier. Conséquence, le résidentiel est dominé par une logique de budget contraint, le professionnel par une logique de rendement actualisé. Deux machines totalement différentes. Deuxième raison de la divergence, le financement. Côté résidentiel France, on est dans un cas unique au monde. Plus de 98% des prêts résidentiels sont à taux fixe amortissables sur 20 à 25 ans selon la Banque de France. C'est une particularité française très forte. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les structures de prêts sont complètement différentes. La durée moyenne des prêts résidentiels en France atteint 21 ans en 2025-2026, selon l'Observatoire Crédit Logement. Et selon l'INSEE, 62,2% des ménages propriétaires de leur résidence principale n'ont même plus d'emprunt à rembourser. Conséquence directe, l'emprunteur résidentiel français est protégé contre la hausse des taux une fois son prêt signé. C'est un amortisseur énorme. Côté professionnel, c'est très différent.
Les SCPI françaises sont peu endettées, ratio dette de 18,4% en 2024 selon la SPIM. Mais les fonds institutionnels et les SCPI européennes utilisent beaucoup plus de leviers sur des refinancements courts, 5 à 7 ans, souvent à taux variable. Quand un crédit à 1% arrive à échéance et qu'on doit refinancer à 4,5%, la rentabilité s'écroule. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023. Troisième raison, la sensibilité à l'OAT 10 ans. L'obligation du Trésor 10 ans est passée d'environ 0,2% fin 2021 à 3,68% en avril 2026. Donc une remontée brutale en moins de 3 ans. La prime de risque entre les bureaux bien placés et l'OAT 10 ans, qui était de 270 points de base fin 2021, s'est effondrée à 20 points de base en octobre 2022, un niveau totalement anormal, puis s'est progressivement reconstitué à environ 260 points de base en novembre 2025. Cette reconstitution s'est faite par trois mécanismes combinés: baisse des prix d'immeubles, hausse des loyers indexés sur l'inflation 2022-2024 et remontée des taux de capitalisation. Le résidentiel, lui, n'est pas indexé sur l'OAT. Il est indexé sur la capacité d'emprunt des ménages, qui s'ajuste plus lentement. Quatrième raison, et c'est peut-être la plus visible, le mark-to-market. Les SCPI doivent faire expertiser leur patrimoine chaque année. L'AMF a même demandé en 2023 une expertise exceptionnelle au 30 juin. C'était une première dans l'histoire des SCPI. Résultat, 34 SCPI ont baissé leur prix de part entre le premier trimestre 2023 et fin 2025. Les cas les plus extrêmes sont édifiants. Primo-Pierre est passé de 208 à 115 euros, soit moins 45% en 4 baisses. Lafitte Pierre est passé de 450 à 295 euros, soit moins 34%. Géné Pierre de 270 à 180 euros, soit moins 33%. Et la correction n'est pas finie sur ce segment. La Française REM a annoncé en mars 2026 des baisses de distribution atteignant 60% en 2026 sur ses SCPI bureaux franciliens. Le résidentiel, lui, n'est valorisé que quand on le vend. On peut avoir un appartement qui a perdu 10% sans le savoir. Et il y a même un effet amplificateur sur le pro qui n'existe pas sur le résidentiel, la panique. Quand une SCPI annonce une baisse de prix de part, les investisseurs paniquent et demandent à se faire rembourser. La SCPI se retrouve avec des files d'attente de rachat. Fin 2023, il y avait près de 2 milliards d'euros de parts en attente de revente sur le marché secondaire des SCPI. Pour honorer ces retraits, les sociétés de gestion sont obligées de vendre des immeubles dans un marché déjà baissier à des prix décotés. Ces ventes décotées dégradent encore les valorisations, ce qui justifie de nouvelles baisses de prix de part, ce qui crée plus de panique. C'est ce qu'on appelle une spirale de vente forcée. Sur le résidentiel, ce mécanisme n'existe pas. Un propriétaire qui voit théoriquement la valeur de son appartement baisser de 10% ne va pas vendre en panique. Son loyer mensuel ne change pas, son crédit à taux fixe ne change pas. Le bien est illiquide par nature, ce qui paradoxalement protège le marché d'un emballement à la baisse. Conséquence, la baisse du professionnel est visible, médiatisée et auto-amplifiée. La baisse du résidentiel est invisible, tolérée et naturellement amortie. Voilà donc le diagnostic complet sur les 20 dernières années. 3 choses à retenir. Premièrement, sur le long terme, l'immobilier français a délivré environ 7,6% par an sur 26 ans selon MSCI. Mais sur les 10 dernières années, c'est tombé à 5%. Et 2023 a marqué un choc historique à moins 7,7%. Deuxièmement, le résidentiel pour un particulier a un avantage massif qu'on oublie souvent: l'effet de levier du crédit long à taux fixe. Sur fonds propres, ça peut amener la performance à 12, voire 18%. Et troisièmement, depuis 2022, la divergence pro versus résidentiel est massive. Le pro a corrigé plus de 3 fois plus que le résidentiel, moins 15,7% contre moins 4 à 5%, pour des raisons structurelles qui touchent le financement, l'OAT et la transparence des expertises. Voilà pour le diagnostic. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer. Est-ce que le pro va rebondir maintenant qu'il a corrigé? Est-ce que le résidentiel va continuer à monter? Et surtout, combien peut-on raisonnablement attendre d'une SCPI sur les 20 prochaines années? C'est ce qu'on verra mercredi prochain dans la deuxième partie de cette vidéo, avec la dimension européenne qui devient absolument centrale, les 4 classes du pro en 2026 et l'estimation honnête de ce qu'on peut espérer. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Et en attendant, si vous voulez modéliser votre propre situation immobilière, le simulateur Simupatrie est gratuit. Lien en description. À mercredi prochain.